Bonsoir à vous tous et merci d'être venus ce soir. Nous avons de la chance d'avoir d'accueillir ici M. Denis, qui est directeur de la recherche à l'INRA. Voilà. On va vous présenter l'association. Alors le président, Jean Pisson, c'est le vice-président chef perchiste de l'association. Et moi-même, je suis le président de l'association. On va commencer par vous parler de l'association. L'association AFAV a été créée le 13 mai 2013 parce qu'il n'y avait personne pour essayer de ralentir la progression du frelon asiatique. Donc à cette association, il y a eu membres. L'association a acheté le perche en fibre de verre de 22 mètres avec des produits, des masques de protection et un SO2 pour pouvoir détruire les nids de frelons asiatiques sur la commune de Florac. J'ai été formé moi-même pour la destruction du nid par le DD-133. L'association a appelé l'équipe de 2 perchistes formés pour la destruction des nids de frelons sur la commune de Florac. Quand on a du temps libre, on intervient aussi sur les communes avoisinantes. Voilà. Bon, s'il y a des volontaires pour venir nous aider, ils seront les bienvenus. Donc, je vais essayer de vous parler un peu d'où on en est. Alors, je me présente, Denis Thierry. Moi, je travaille à l'INRA Bordeaux, de l'autre côté de Garonne, pas très loin d'ici, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, on travaille depuis maintenant 2005-2006 sur le frelon asiatique. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui nous connaissent ici, un certain nombre de personnes avec qui on a pris l'habitude de travailler régulièrement. Et je vais vous raconter un peu d'où on en est, un petit peu d'une manière générale sur le frelon, puis essayer de faire un peu un tour un peu de tout ce qu'on connaît actuellement et des recherches qui sont faites. Alors bon, je passe juste derrière un diaporama qui était remarquable. Vous avez bien travaillé, là, c'est bien. Donc je vais essayer un certain nombre de diapos, peut-être vous redire un peu des choses que vous avez dit. Alors, bon, ben, on a un certain nombre de choses qui ont été dites avant un petit peu. Alors déjà, l'espèce native, on est en Europe avec le frelon Vespa crabro, qui est le frelon européen, qui lui aussi est un envahisseur. Il y a une centaine d'années, enfin bon, il rentre en Europe. Tous les vespidés sont à peu près tous les vespidés sont des envahisseurs menaçants. Donc nous, on a récupéré le frelon pâte jaune. Il y a à peu près une vingtaine d'espèces en Asie, un petit peu plus, qui sont connues, donc qui sont au niveau de population, parce que évidemment celles qui sont à un faible niveau de population, on ne les voit pas toutes. Nous, on a récupéré Vespa velutina, mais on aurait très bien pu, et peut-être qu'un jour on va récupérer Vespa mandarina, par exemple, le frelon mandarin, pour ceux qui connaissent. Donc on est relativement chanceux dans l'affaire. Sachant que le mandarina, c'est autre chose comme prédation. On est dans une autre dimension, et en plus il attaque l'homme, il va le chercher. Il est beaucoup plus gros. Donc voilà, on a vu sur le petit film précédent la distinction entre reine, mâle et ouvrière. D'une manière générale, le frelon velutina est toujours plus petit que le crabro, même quantité de nourriture reçue, donc il est toujours un petit peu plus petit. On avait oublié un petit peu que crabro était aussi un prédateur d'abeilles. Jusqu'à maintenant, on avait fait le niveau de population. On est un certain nombre à avoir l'impression que Vespa crabro, donc le frelon européen, est en train de remonter au niveau de population. On en trouve de plus en plus, en particulier en Aquitaine. Alors son origine, bon, pour revenir un petit peu sur le passé, donc il nous vient de cette province à l'est de la Chine. Transport par container bateau, une seule fondatrice ou peut-être 2 qui rentrent en France, ça c'est très clair. Alors il y a eu différentes choses qui ont été dites, il serait rentré par le port de Bordeaux, non, ça c'est une aberration, il n'y a aucun container qui rentre par le port de Bordeaux. Donc tous les containers qui viennent d'Asie exotique, ils rentrent soit par Marseille, soit par le Havre. Donc il y a des chances que ce soit le Havre quand même, vous connaissez l'histoire. Vous vous rappelez certainement que le Muséum d'histoire naturelle avait mentionné qu'il y avait un nid de frelon en 2007 ou 2008 à côté du Havre. 2007, pas autant que je me souvienne. Donc l'introduction elle est en 2004 à Agen, ça y est pas tout là-dessus, importateur de poterie de bonsaï, on se connaît d'ailleurs, monsieur Guélinou, mais enfin il n'y a pas de chance, c'est plus lui qui l'a fait venir, il a fait venir le conteneur, mais bon, c'est pas ce qu'il y avait là. Donc 2004, première observation d'un nid par M. Axer, et puis on a trouvé les dégâts tout de suite de prédation sur ruche. Alors là, on peut quand même se poser des questions, peut-être qu'à l'époque, si on avait réagi un petit peu plus tôt en termes de destruction des nids, quand ils étaient assez limités à nombre, puisque autant que je me souvienne, à partir de la 2e année, il n'y avait encore que 200 nids qui répertoriés, ils étaient tous observés. Donc quand on voit ce qu'on est capable de détruire maintenant, on aurait détruit ça à l'époque, l'affaire était terminée. Voilà. Alors il y en a qui ont dit que oui, mais on ne savait pas que c'était un prédateur d'abeilles, on ne savait pas qu'il était envahissant, on ne savait pas qu'il était dynamique des populations explosives. Non, c'est pas vrai ça. Un Spradberry en 1975 qui a fait un ouvrage remarquable sur les vespidés, il avait écrit tout ça. Le velutina faisait partie des envahisseurs potentiels, de très gros prédateurs d'abeilles, donc tout ça on le savait. Voilà.
Alors, l'expansion depuis l'entrée, donc je vous rappelle qu'il est classé maintenant et enfin, mais seulement depuis 2011-2012 comme danger sanitaire en France. Bon, qui n'a pas changé tellement grand-chose finalement, enfin au moins il fait partie des espèces pour lesquelles il y a un contrôle obligatoire et qui doit être réglementé. Donc si on regarde l'expansion un peu, là j'emprunte la carte de l'INPN, hein, vous voyez, 2004 l'introduction, donc on est bien autour de la zone d'Agen, là, uniquement là, ensuite ça a colonisé ici, et tout de suite Bordeaux était très touché, hein, et tout de suite on a retrouvé ça dans la communauté urbaine, et le pattern d'extension, il a été très clairement le long des cours d'eau, et les zones citadines ont été touchées assez vite, parce que c'est une espèce qui a eu bien l'utilisation soit des déchets humains, soit des produits qui sont liés à l'humain, en particulier les marchés, pour nourrir son couvain. Comme on a pu voir dans le film précédent, la fondatrice, quand elle va fonder son nid, elle a tout de suite besoin de nourrir sa progéniture. Au départ, elle le fait elle-même. Il n'est pas question pour la fondatrice d'aller attaquer des abeilles, mais bon, en cette période de l'année, il n'y a rien à attaquer. Et ensuite, ça sera un sport qui serait beaucoup trop dangereux et risqué pour elle, parce que les abeilles sont quand même capables de se défendre. Donc c'est pour ça qu'on va envoyer les ouvrières ensuite à la prédation l'été. On ne verra jamais une prédatrice aller prédater les ruches devant les ruches. Donc elles vont se rabattre, puisqu'il faut des protéines pour nourrir le couvain, hein, puisque les larves sont nourries à base de protéines. C'est pour ça qu'on voit des fondatrices qui vont sur les étages chercher du poisson frais, des morceaux de crevettes, des choses comme ça, ou des résidus d'huîtres en bord de bassin d'Arcachon. Ils sont très attractifs pour elles. Le cycle biologique, bon, on l'a vu dans le film, hein. Alors pour rappeler, donc un cycle, c'est un cycle annuel. Donc si on démarre par exemple en janvier, allez, mettons-nous en début mars, on est ici. On commence à voir les premières fondatrices voler, vous en avez tous vu voler, moi j'en ai vu dans le courant de la semaine, là ça y est, c'est parti. Donc quand il fait froid, elles ne volent plus, et quand il se remet à faire chaud, elles se remettent à voler. Donc là, on va commencer à fonder des nids primaires. Voilà, on en a vu beaucoup sur le diaporama précédent, des jolis nids primaires. Ça commence tout petit, un nid primaire. Donc la fondatrice, vous imaginez qu'elle fait tout le boulot. Elle est toute seule, elle sort féconder de son nid. Donc à l'automne, elle sort du nid ici. Elle passe l'hiver, elle se cache, elle est fécondée. Elle va commencer à construire un petit nid, à poule dedans. Et donc évidemment, elle est toute seule, puisqu'elle n'a pas de descendance pour l'instant. Donc il va falloir qu'elle nourrisse les jeunes larves, on a vu des belles photos dans le diaporama. Donc elle fait le va-et-vient. Mais elle ne fait pas trop le va-et-vient quand même, parce que pour elle, il ne faut pas trop sortir de son nid. Hein. Il faut travailler sur le nid, le construire, donner à manger au bébé. Et quand même aller chercher de la nourriture. On en reparlera tout à l'heure, puisque il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, selon moi, du fantasme d'essayer d'imaginer qu'il pourrait y avoir des phéromones qui pourraient attirer les fondatrices. Il va falloir se poser la question, quel type de phéromones? Et pourquoi elle sera attirée par des phéromones? Voilà. Moi, je porte des éléments de réponse à ça, mais enfin, on pourra en discuter. Donc ensuite, on est là au mois de mai, le nid va augmenter en taille, et puis la prédation devant les ruches va commencer, on va dire, début juillet, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'ouvrières pour aller attaquer les ruches. Bon, vous la connaissez, on la connaît tous ici, la prédation par le frelon dans les ruches. Le frelon asiatique, il ne s'approche pas trop des ruches quand même, hein. Il essaye d'attraper les abeilles plutôt à distance, mais c'est assez rare qu'on voit un frelon asiatique et l'exploser sur une planche d'envol. Parce que par contre, Crabreau fait. Crabreau est beaucoup plus téméraire au niveau de la prédation sur les abeilles, il est moins nombreux. Bon, on va passer à la diapo suivante, et puis l'intensité de la prédation elle est forte. Hein. Nous, on a mesuré par exemple qu'un frelon asiatique était capable de revenir 4 ou 5 fois dans la journée sur la même ruche. Et à chaque fois, il repart avec une abeille. C'est un facteur de multiplication assez rapide. Si on dit qu'un nid de frelon, c'est quelques milliers d'individus, hein, alors toutes ne sont pas ouvrières, toutes ne sont pas chasseuses dedans, mais s'il y a 3 à 4 000 chasseuses dedans, que chaque chasseuse est capable de ramener 4 ou 5 abeilles par jour, on comprend vite le niveau de prédation que ça fait. Alors oui, on a terminé le cycle. Donc ici, alors, oui, quand même au mois de septembre. Alors donc le nid là, commence à prendre des proportions, une taille qui est importante. Et c'est là que vont se passer un certain nombre de choses qui sont très importantes pour le cycle de l'année suivante. Donc, grosse production de mâles, production de nouvelles fondatrices. Un gros nid est capable de produire à peu près au moins une centaine ou 200 fondatrices, c'est ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Et elles vont se féconder au niveau du nid. Elles ne sortent pas du nid pour aller se faire féconder. Alors peut-être quelques-unes, mais en règle générale, elles vont s'accoupler dans le nid. C'est pour ça qu'il y a une très grosse production de mâles à ce moment-là. Alors dans les régions froides, ça va s'arrêter assez vite parce qu'il fait froid, mais dans le Bordelais, au mois d'octobre, il se passe encore des choses, et au mois de novembre aussi. Donc les fondatrices, une fois accouplées, elles quittent, elles se fécondent, et elles vont s'individualiser, elles vont aller hiberner, comme on l'a vu dans le film précédent. Et elles vont refonder de nouvelles colonies. Alors là, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il y a beaucoup de mortalité à ce niveau-là, ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup?
Et je pense que personne n'est capable d'alimenter ni positivement ni négativement ce débat avec des chiffres vraiment évidents. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir de la mortalité. Nous, on a la très grosse surprise cette année où on a gardé beaucoup de fondatrices et de mâles, d'ailleurs aussi, qu'on a récupéré jusqu'au mois de novembre. On en parlera tout à l'heure, parce qu'on a une doctorante là, qui commence un travail de thèse. Donc on a gardé individuellement des individus, on s'est aperçu qu'ils vivaient très longtemps, et on avait très peu de mortalité sur les individus qu'on ramenait ou qu'on collectait nous-mêmes dehors. Donc cette histoire de mortalité des fondatrices les mères, moi j'y crois pas trop. Au moins dans nos conditions telles qu'elles sont ici. Alors c'est peut-être pas tout à fait pareil si on est au nord de la France ou... voilà. Alors, des choses que je vous ai peut-être un peu montrées dès l'an dernier, mais on va y revenir. Alors oui, c'est un prédateur performant. Sa performance, on va dire la plus spectaculaire, c'est ça. Il est capable de faire du vol stationnaire devant les ruches. Il y a très peu d'insectes qui sont capables de faire ça. Il est capable de fondre sur sa proie et d'attraper une proie en vol. Un peu comme le font les faucons. Il n'y a pratiquement aucun autre insecte que le frelon qui est capable de faire ça. Et Crabreau ne fait pas trop ça non plus. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, Velutina le fait. Et le frelon mandarin dont on parlait tout à l'heure, Mandarina le fait aussi. Sauf qu'eux, par contre, ils sont capables en plus d'élaborer des stratégies de chasse collectives. Ils ont tout pour ça, ils ont le cerveau pour le faire, c'est-à-dire à se mettre à attaquer et à collaborer à 2 ou 3 pour attaquer une proie, ce qui leur permet d'attaquer des proies aussi plus grosses. Alors, les besoins alimentaires varient au cours du cycle, ça c'est important pour comprendre le piégeage. Donc le frelon, il a besoin de cet individu que vous voyez là, il a besoin d'alimentation pour lui, de sucre en particulier pour voler, consommation d'énergie qui lui est propre, mais son couvain, il le nourrit avec des protéines. Il a besoin de sucre et besoin de protéines. C'est les 2 seuls besoins avérés qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'on peut les capturer soit avec des jus de fruits, soit avec des sirops, pour leur fournir des sucres, soit avec des protéines, avec de la chair de poisson ou de la viande fraîche. On parlait d'huîtres tout à l'heure. La prédation commence très tôt le matin, 8h du matin ça commence et ça dure pratiquement jusqu'au soir, et avec un pic de prédation très net le midi. Donc, il y a des études qui ont été faites sur le Vespra crabreau, par des physiciens, en particulier en Allemagne, qui montrent clairement qu'il a sur le dos des structures qui ressemblent un petit peu à des panneaux solaires, qui lui permettent d'accumuler l'énergie et d'optimiser cette énergie, puisqu'il en a besoin pour voler. Vous savez tous que les insectes ne régulent pas leur température, contrairement à nous. Donc quand les muscles sont froids, ils ne peuvent pas voler. Ils peuvent avoir des battements d'ailes qui leur permettent de faire du vol stationnaire, ils ne peuvent pas voler très loin. Et un insecte ne peut pratiquement pas voler, sauf à moins de 10 degrés. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais bon, globalement, il y a très peu d'insectes qui sont capables de voler à température froide. Et si le frelon veut être performant, être capable d'accélération en vol, de choses comme ça, il lui faut une température élevée. C'est pour ça qu'on va plutôt le voir chasser autour de midi. Et c'est là, effectivement, qu'il est le plus efficace. Alors, on a travaillé, par exemple, sur essayer de comprendre la fidélité au cycle de prédation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des expérimentations. Ça, c'est une manip qu'on a fait sur l'INRA de Bordeaux. Là, donc, on a marqué les frelons avec des codes couleurs, comme on marque les abeilles. Donc on a marqué plus de 400 frelons, tous chacun avec un code couleur qui permet de les individualiser, donc avec des combinaisons, chaque individu a une couleur différente. Donc on les capture devant les ruches, au filet, à la main, on les marque avec gouttes de peinture, etc. Et ensuite on les relâche. Bon, le fait qu'ils vont nous dire qu'on aurait mieux fait de les tuer, mais ça ne va pas changer grand-chose. L'intérêt c'était de savoir ce qu'ils allaient faire ensuite une fois qu'on les relâche. Donc le but de la manip, c'est de les relâcher et d'essayer de voir si chaque frelon marqué va revenir sur le même rucher le lendemain, et pendant combien de temps il va revenir. Alors déjà, la première surprise, c'est que ceux qui ont marqué 10h du matin, à midi, ils étaient revenus déjà. Donc ils étaient partis avec une abeille ou pas d'abeille. Quand on les marque à la peinture, ils sont un peu stressés, donc ils arrêtent de chasser, ils rentrent chez eux, mais ils reviennent 2 heures après. Alors évidemment, la vitesse de retour va dépendre de la distance des nids. Donc on est sur la Ferrade, à côté de la sortie de l'autoroute de Toulouse, là, et c'est une zone où il y a beaucoup de nids. Donc là, nous, on a fait l'expérimentation, on a dénombré 15 nids autour, dans un rayon, on va dire, de 2 ou 3 km. On est sur le pont de la Maille. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que plus de 50% des individus, alors là c'était notre première surprise, la moitié des individus reviennent. Normalement, sur des insectes, quand on fait des expérimentations de marquage-recapture, quand on retrouve 1% des insectes qui reviennent, ou 1 pour 1000, on est déjà content. Là, il y en a 50% qui reviennent. C'est-à-dire déjà repartir avec des gouttes de peinture qui leur donnent un surpoids, ça ne les gêne pas plus que ça. Et en plus, ça ne les stresse pas plus que ça, puisqu'ils reviennent et ils reviennent très vite. Ça veut dire que la ressource est très attractive. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que donc, ces 50% d'individus revenaient sur notre rucher expérimental. C'est-à-dire une certaine fidélité au rucher expérimental. Et donc on a regardé, on a voulu regarder si par exemple celui-là qui était marqué devant la rucha, il revenait devant la rucha.
La réponse est non. Ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de marquage chimique. Moi, je croyais qu'il y avait de marquage chimique avant de commencer ce genre d'études-là. C'est-à-dire qu'un frelon était capable de marquer une ruche sur laquelle il avait trouvé que la nourriture était bonne, comme une abeille marque une fleur. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, et on a été très déçus aussi quand on a commencé à tester des molécules qui ressemblaient à du marquage par les frelons, on s'est aperçu qu'elles étaient très peu attractives. Et donc, on a un petit peu arrêté sur l'histoire du marquage du cycle de nourriture. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'un individu est capable de revenir jusqu'à 9 jours, et là je ne l'ai pas marqué là, il est capable de revenir 5, 6, le maximum qu'on a trouvé c'est 7 fois par jour. Voilà, donc, il est capable de revenir 9 jours, ça veut dire qu'il vit au moins 9 jours, hein. Probablement plus, mais après on les perd et c'est plus difficile à suivre. Donc ça veut dire quelque chose qui sont donc des prédateurs qui sont très performants. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ça c'est des expérimentations un peu plus anciennes, que donc la prédation qui commence en juillet devant les ruches. Là, vous comprenez que nous, on s'intéresse beaucoup plus au piégeage autour des ruches qu'au piégeage de fondatrices, mais on en parlera quand même. Le piégeage autour des ruches, on a une prédation qui commence à peu près mi-juillet. Alors ça, c'est des choses qu'on a expérimentées en particulier chez M. Marc Trinchard, et on l'a expérimenté dans d'autres sites aussi. Donc ça dépend un petit peu des sites. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres. On commence à voir apparaître les premières chasseuses ici, devant les ruches. Et on commence à en capturer de manière efficace ici. Et là, ça monte en puissance. Donc on a l'impression qu'il y a une première cohorte d'ouvrières chasseuses qui sortent et qui viennent attaquer les ruches, et donc qui vont ramener de la nourriture pour le couvain. Et pour nourrir les jeunes larves qui sont pondues à ce moment-là, et qui ont une durée de développement de 40 jours. Et là, on commence à avoir la montée en puissance de la prédation. Septembre-octobre, je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif pour la colonie, c'est de produire un maximum de fondatrices avec une qualité optimale et un maximum de mâles. C'est pour ça qu'il y a des gros besoins de nourriture. Et là, c'est pour ça qu'ils ont probablement besoin des abeilles d'une nourriture qui est très qualitative pour eux. Donc on ne sait pas encore pourquoi. Qu'est-ce que leur apporte le fait de manger du thorax d'abeille, hein. Comme ça a été dit tout à l'heure, elle découpe, elle garde que le thorax, hein, elle ne ramène pas le cerveau, il y a souvent tout un tas de molécules dans le cerveau qui ne sont pas très bonnes pour le développement, hein, les produits toxiques. L'abdomen, c'est que du gras, donc c'est pas bon non plus, hein, il y a le tube digestif et tout ça. Par contre, le thorax, c'est que le muscle. Donc elle ramène que le muscle, c'est-à-dire la bonne viande. Et elles ont besoin d'abeilles, et elles ont besoin d'insectes. C'est-à-dire à ce moment-là, elles quittent un petit peu les appâts alternatifs que sont les filets de poisson, les trucs comme ça, qu'elles utilisaient avant. Probablement, parce que pour faire des bonnes fondatrices, d'une bonne qualité reproductrice, et certainement qui passent bien l'hiver, c'est certainement mieux de nourrir les larves qui vont donner ces fondatrices avec des abeilles. Voilà, et ensuite ça se termine. Alors, selon les dates et selon les régions où on est, la prédation s'arrête ici, et là on va avoir les fondatrices accouplées qui vont commencer à quitter le nid. Donc à ce moment-là, ça dérégule un petit peu la colonie, les ouvrières se mettent à chasser beaucoup moins, et quand il n'y a plus de fondatrices dans le nid, et ben, le couvain il continue. Vous avez tous l'expérience, ceux qui ont décroché des nids un peu tardivement au mois de janvier, c'est qu'on trouve des nids quand il n'a pas fait trop froid, encore avec des couvains. Qui peut survivre, hein. On en a ramené à mi-décembre, on a remis dans des pièces climatiques chauffées, on a fait sortir on a obtenu des émergences à partir de ce couvain, sans aucun problème. Mais alors le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour nourrir ce couvain. Donc c'est un couvain qui va commencer à végéter, parce que les ouvrières se mettent à faire un petit peu n'importe quoi, il n'y a plus personne nécessaire. Voilà. Bah, l'objectif n'est pas non plus de faire passer l'hiver au couvain. L'objectif est vraiment de faire des fondatrices qui sont fécondées à l'automne, qui vont fonder colonies l'année suivante. Là, je mets un point d'interrogation sur les distances. C'est quelque chose de très important. Rayon d'action des chasseuses, j'aurais pu mettre, et des fondatrices aussi. Pour l'instant, on ne connaît pas ce rayon d'action. Alors là, c'est pareil. Ceux qu'on dit, c'est dans un rayon très court, ceux qu'on dit, elles sont capables de voler 10 km, 20 km. Donc il y a eu des expérimentations sur des manèges de vol en fixant des frelons sur un tourniquet comme ça et en les faisant tourner, qui ont montré qu'ils étaient capables de tourner pendant l'équivalent d'une dizaine ou d'une vingtaine de kilomètres, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans la nature, parce qu'un frelon ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup d'insectes, si on les fixe comme ça dans les manèges, c'est pareil que si on met une souris dans un petit moulin comme ça, elle peut passer toute sa journée à courir. C'est pas possible qu'une souris va courir toute sa journée pour autant. Donc le frelon, ils ne veulent pas comme ça en fait. Il décolle, il se pose, ça maintenant on le sait, ensuite il faut qu'il prenne de l'altitude, hein, si son nid est en altitude, etc., etc. Donc on ne connaît pas trop le rayon d'action et pour l'instant on est bien embêté parce qu'on n'a pas vraiment de méthode pour trancher à ce niveau-là. Il a été supposé que peut-être le miracle ça serait de mettre des puces RFID sur le dos des frelons, comme sur les abeilles. Alors ça ne peut pas marcher parce que la puce RFID elle a une caractéristique, hein, c'est qu'elle est passive, il faut passer devant une antenne. Pour pouvoir détecter les bêtes qui sont
qui sont tagués comme plus sur le lieu. Et le problème, c'est que l'antenne, on sait pas où la mettre. Alors sur les abeilles, c'est facile, on a une antenne à côté de la ruche. Voire même si on entraînait les abeilles, on pourrait les mettre sur le champ de fleurs qui est à côté, parce qu'on est sûr qu'elles vont y aller. Le problème, c'est que le frelon, on ne sait pas où il est. On ne peut pas mettre l'antenne à sa maison comme on fait avec les abeilles. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faudrait passer par de l'émetteur actif. Donc, nous, on est en train de réfléchir un petit peu à ça. Ça coûte très cher, c'est compliqué parce que c'est des émetteurs qui sont lourds. Il faut qu'il y ait une petite batterie dedans. Hein, donc, c'est souvent des petits émetteurs qui émettent et puis il faut un radar qui permet de les suivre et qui a un rayon d'action suffisant pour ne pas perdre l'émetteur. Alors ces petits émetteurs, on en est, moi j'en ai trouvé qui sont à peu près à 100 € pièce, 50 € pièce, des choses comme ça. Il faut bien imaginer que si on met un émetteur sur le frelon, quand il va aller dans son nid, il va le perdre. Parce que quand il va aller se promener à l'intérieur de son nid et tout, et s'il ne perd pas tout seul, je pense que ses congénères ils vont se charger de lui enlever. Comme les abeilles enlèvent les barrois sur leurs petites copines. Il faut s'attendre à ça. Donc il faut imaginer que chaque émetteur qu'on mettrait sur un frelon, il faut imaginer qu'on va le perdre assez vite. Ça, il faut compter ça dans le budget quand même. Alors pour l'instant, on est en train de réfléchir là-dessus. Alors, on va aller sur les perspectives de lutte assez vite. Je mets un petit peu dans l'ordre de ma préférence. Je pense que la destruction des nids, c'est quelque chose dont tout le monde en est convaincu, qui est absolument indispensable. Et je pense que c'est la méthode la plus efficace pour limiter les populations. Ceci étant, vous allez me dire, une fois qu'on a listé tout ça, on va dire, oui, mais les populations de frelons, quand même, depuis 10-12 ans, elles n'ont pas baissé. Elles n'ont pas baissé, mais elles auraient pu augmenter plus. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un envahisseur qui est très performant. On a vu sur la répartition géographique en France son front d'extension, il est maintenant jusqu'au sud de l'Espagne, au Portugal. La partie de l'Espagne qui est épargnée, c'est la côte est, et la partie aride de l'Espagne autour de Madrid, parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous savez tous que le frelon a besoin d'eau, c'est bon, il ne peut pas construire son nid. Donc de toute façon, les zones arides ne seront jamais colonisées. Mais par contre, on en trouve pas très loin de Séville, etc., etc. Donc ça veut dire, bientôt, toute l'Europe sera colonisée, au moins la partie sud. Le piégeage des chasseuses. Alors bon, on en a parlé un petit peu, puis ça continue à se faire. Et alors, le piégeage des chasseuses, nous, on fait partie de ces gens, on n'est pas les seuls à avoir capturé dans les ruchers. C'est que les pièges, on a des problèmes, on en remplit, on ne sait pas qu'ils sont très sélectifs, hein, c'est pas la peine de triturer les ménages, à essayer d'imaginer des phéromones qui seraient plus sélectifs que ce qu'on utilise. Avec du filet de poisson frais, avec de l'huître fraîche, on capture tout à fait bien, et que du frelon. Quelques mouches, de l'infestation des abeilles, les crabes n'y aident pas trop. Et on remplit des pièges, et alors, la prédation ne baisse pas quand même. Ou alors, il faut imaginer, mettre des centaines de pièges sur un rocher, multiplier le nombre de pièges un petit peu partout et tout, ce qui pose quand même des problèmes, parce que c'est du travail, il faut les entretenir, les pièges, il faut quelqu'un vienne les vider, etc., etc. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors, il est dit partout que les phéromones vont régler le problème. Alors, ça, c'est joli. Moi, je viens d'un monde de recherche sur les phéromones sur les papillons, où là, c'est vrai que le problème est réglé, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Les phéromones de papillons, c'est des molécules qui sont très simples, pas chères à synthétiser, très attractives, bon rayon d'action. On capture des papillons, on peut faire de la confusion sexuelle, ça les empêche de s'accoupler, tout marche bien en vignoble là-dessus. Et ça marche dans d'autres types de cultures. Mais là, on est chez les insectes sociaux, donc déjà, il n'y a pas beaucoup de phéromones qui sont attractives à très longue distance chez les insectes sociaux. Les phéromones les plus spectaculaires, c'est la phéromone de reine. Bon, c'est pas une volatilité extrême non plus. Il ne faut pas imaginer qu'on va capturer avec ce type de phéromones des insectes à 500 mètres de distance ou des choses comme ça. Les phéromones de marquage, les phéromones mandibulaires, les choses comme ça. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas volatile du tout. Donc on ne va pas avoir une attraction à longue distance. Est-ce que ça sera plus spécifique? Je ne sais pas. Nous, on a fait beaucoup d'essais avec des phéromones, donc des extraits de tête, des extraits mandibulaires, des extraits de venin, des choses comme ça. On a des choses spécifiques, mais jusqu'à maintenant, on a très peu de performance à l'attractivité. C'est-à-dire on attire beaucoup moins qu'avec des filets de poisson frais, par exemple, qui est de loin notre meilleure performance. Donc moi, je suis quand même assez perplexe là-dessus. Voilà. Alors, les perspectives de lutte, il ne faut pas perdre de vue, on en parlera après, que les proies se défendent. On va en parler, et qu'on commence à trouver des antagonistes naturels. Alors, on a vu les becs d'oiseaux, hein, vous connaissez la publication de nos collègues de Tours qui ont trouvé un parasitoïde de frelon, de reine de frelon. On va en parler un petit peu. Alors le piégeage. Bon. Jacques, tu reconnais ton verger là, ou ton fruitier, ton pommier, c'est un pommier, c'est ça? Ça, c'est les pièges qu'on testait chez toi au début, je ne sais pas si tu te souviens. Qui marchaient bien, hein, c'était notre premier piège. Bon, on est passé maintenant à quelque chose comme ça.
Donc là, vous voyez le type de piège qu'on a autour du rucher. Mon collègue Olivier Bonnard, là, qui est en train de relever les pièges. Et vous voyez qu'on est capable, là, on a une capture de 2 jours de capture. Hein. Vous voyez qu'on est, là, on est sur du pot à la conserve qui fait 2 litres, hein, 2 litres et demi. Enfin, c'est des gros pots comme ça, quoi. Donc ça, on peut en remplir autant qu'on veut, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, sur cette image, on compare 4 types d'appâts différents. Donc de l'eau toute seule, là, de l'eau où on avait mis de l'extrait de frelon dedans, qui ne marche pas trop. Et puis là, ce sont nos appâts qui marchent le mieux, c'est-à-dire avec une espèce de purée de poisson frais. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui est très sélectif quand même. Hein. Ici, vous avez que du Vespa et du Tinari, rien d'autre, hein. Pratiquement rien d'autre. Et on n'est pas sur de la phéromone. Voilà. Alors, je voulais faire un clin d'œil quand même à un piège qui vient de sortir. Hein. Certains d'entre vous en ont déjà acheté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est un piège qui est basé sur ce qu'on a vu avant, c'est du piège à noyade ou du piège à masse. Mais là, le principe, il est un petit peu le même. C'est que vous avez un frelon qui est là, qui va rentrer dans le piège. Donc, le principe, il est là. Vous avez l'espèce qu'il ne faut pas tuer qui est en vert et l'espèce qu'il faut tuer qui est en rouge. Donc, le frelon rentre là. Là, vous avez une grille qui permet de filtrer. Il va passer devant un arc électrique ici qui va le griller et il tombe là. Évidemment, il y a un appât pour l'attirer. Donc c'est très sympa, ça, comme piège. Hein. Ça a l'air... Nous, on ne l'a jamais expérimenté, mais normalement, ça devrait bien marcher. Ça ne règle pas le problème de l'appât. L'efficacité d'un piège dépend énormément de l'appât qu'on met dedans. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Donc c'est ça, il est en commercialisation. Qu'est-ce qu'on a dit, 200 €, c'est ça le piège? Bon, il faut probablement baisser, hein. Il suffit d'en marcher. Puis quand même, il faudrait tester son efficacité, parce que pour l'instant, les brevets ont été déposés, mais personne n'a testé scientifiquement son efficacité. À savoir, est-ce que ce piège-là marche mieux, par exemple, que celui qu'on a vu sur la diapo précédente, ou les pièges que vous utilisez. C'est pas la peine de mettre aussi cher dans un piège comme ça, sachant que le principe est toujours le même. Hein. C'est un piège avec un appât, qui est souvent sous forme de liquide. Outre le fait qu'il y ait l'arc électrique pour détruire les frelons, ce que peut-être pas capital dans ce type de piégeage. Et puis il y a des trous pour permettre aux espèces auxiliaires ou non cibles de sortir. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur les phéromones, faire un petit clin d'œil, parce qu'on entend beaucoup trop que les phéromones seraient la solution miracle. Et puis j'ai remarqué quand même que depuis 2004 que pas mal de gens travaillent sur les frelons, personne n'a publié de phéromones encore. Parce que c'est pas simple. C'est compliqué à isoler des principes chimiques actifs et des molécules. Et ensuite, encore faudrait-il que ces phéromones soient très actifs. Alors, j'appelle ça le diapo phéromone-kéromone, juste pour se remémorer. Une phéromone, c'est à fonction intraspécifique. C'est-à-dire ce sont des molécules volatiles qui, normalement, permettent la communication chimique entre des individus d'une même espèce. Le mâle, la femelle sa progéniture, les individus entre eux. Qui permettent de réguler leur distance à l'intérieur du nid, etc., etc. Donc ça, ce sont des phéromones. Par principe, les phéromones sont spécifiques. Comme on a dit, elles sont au sein d'une même espèce, donc normalement, une autre espèce ne détecte pas la phéromone d'une autre espèce. C'est plus compliqué que ça dans la vraie vie. On verra par exemple que le frelon est capable de détecter la phéromone d'abeille. Bon. Mais normalement, il n'y réagit pas trop. Et en tout cas, la spécificité à 100% n'existe pas. Ceux qui disent ça, c'est des vendeurs de rêve. On a donc l'expérience des papillons, je vous disais tout à l'heure, chez les papillons rongeurs de culture, c'est là où on a le plus de recul sur les phéromones et où ça marche le mieux. Vous mettez un piège d'émice avec la phéromone de l'émice, oui, vous allez capturer beaucoup des démices, mais on capture aussi des chrysotes, des mouches et puis d'autres papillons qui n'ont rien à voir non plus. Voilà. Donc il faut arrêter avec le rêve du 100% et de la spécificité totale. Et il y a une deuxième grosse catégorie de molécules qu'on appelle les kéromones. Les kéromones, contrairement aux phéromones qui sont au sein de la même espèce, les phéromones, ce sont des molécules volatiles qui permettent de communiquer entre différentes espèces. Alors c'est soit, par exemple, un frelon qui est attiré par l'abeille, mais ça peut être un frelon qui est attiré par un fruit aussi, ou par du poisson, ou des choses comme ça. Donc ils utilisent des molécules qui n'assurent pas la régulation au sein de l'espèce. Donc tout ce qui est un piégeage alimentaire, comme on a vu avant, c'est vraiment de la kéromone. Le problème des kéromones, c'est que c'est une attraction qui est rarement spécifique, parce que sur la même ressource de nourriture, il y a souvent plusieurs insectes qui sont attirés. Alors, donc les phéromones. Juste pour réfléchir un petit peu, quel type de phéromone pour quel usage? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces phéromones? Alors les fondatrices, posons-nous la question, parce qu'on a tous les labos qui travaillons là-dessus, on a essayé de chercher des phéromones chez les fondatrices. Puis un jour, on commence à se poser la question, en disant oui, mais une fondatrice, elle cherche quoi?
La fondatrice qui va commencer à construire son nid, qui va s'empirer de son nid. Elle est fécondée, donc elle n'a pas besoin d'être attirée par un mâle, c'est complètement ridicule, elle est déjà fécondée, le travail est fait. Elle va commencer à construire son nid, elle y passe énormément d'énergie, elle commence à pondre. Alors, qu'est-ce qu'on connaît d'autre chez les insectes sociaux comme phéromone intéressante? La phéromone de couvain, chez les abeilles. Puisqu'elle a son propre couvain dans son propre nid dont il faut qu'elle s'occupe, pourquoi elle serait attirée par l'odeur de couvain qui la ferait sortir de son nid? Évolutivement, c'en est ridicule. Donc on ne peut pas imaginer que ça fonctionne, ce type de choses, ou que ça soit très efficace. De manière anecdotique, oui, on va peut-être arriver à faire sortir des fondatrices de leur nid, mais en plus, ce n'est pas des molécules très volatiles, donc la phéromone de couvain d'abeille, je rappelle, ce sont des odeurs d'assez gras. L'odeur d'huile, des choses comme ça, c'est pas très volatile. Chez les abeilles, si on veut attirer des abeilles avec la phéromone de couvain, il faut mettre à des distances qui sont relativement courtes. Ça veut dire, si on veut faire des pièges avec la phéromone de couvain, qu'on connaît, il va falloir les mettre à distance courte. Vous allez voir sur les diapos suivantes que c'est vrai que, par exemple, les ouvrières peuvent être attirées par l'odeur qui ressemble à l'odeur de couvain. Il y a la condition de leur mettre sous le nez. Donc on ne capturera pas à distance avec ça. Alors oui, comme j'ai dit, elles sont déjà coupées et elles ont déjà du couvain à s'occuper. Donc pas pourquoi elles viennent chercher ailleurs. Et elles ont trois tâches, trouver de la nourriture, soigner et construire le nid. Et ces deux tâches, qui sont soigner et construire le nid et le réparer, et le faire grossir, ça impose finalement de rester le plus souvent possible au nid. Donc ça, ça explique aussi peut-être pourquoi c'est difficile de capturer les fondatrices, et que plus on est en saison, plus c'est difficile de les capturer. Alors, si on regarde maintenant pour les ouvrières, toujours, quel type de phéromone, pour quel usage? Les ouvrières, les chasseuses. Qu'est-ce qu'elles cherchent et pourquoi elles seraient attirées par des phéromones et quel type de phéromone? Donc là, par contre, on pourrait les attirer avec les phéromones de leur fondatrice, de la reine de leur colonie. On pourrait imaginer mettre l'odeur de reine de colonie autour des ruches et peut-être que ça marcherait. Il faut quand même se poser la question, c'est si elles sortent de la ruche, c'est pour aller chercher à manger, c'est pas pour aller trouver leur reine. Sinon, elles ne sortiraient pas de la ruche, elles ne sortiraient pas dormir. Donc ça pose question aussi. Donc on a essayé de chercher des marquages de ressources alimentaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc des sécrétions mandibulaires, comme les abeilles font pour marquer les fleurs, et pour l'instant on n'a rien trouvé. Pas parce que nous on n'a rien trouvé, qu'il n'y en a pas pour autant, et qu'il n'y a pas d'avenir là-dessus. Voilà. Je voulais vous montrer les derniers résultats qu'on vient de publier, qui sont assez intéressants. Donc c'est un doctorant qui s'appelle Antoine Couteau, qui est sur Yvette, donc on travaille tous ensemble, avec Jean-Christophe Sandoz et Antoine Couteau. Et là, on va parler de phéromone. Alors, c'est une publication qui vient de sortir dans PLOS ONE. Alors, sur PLOS ONE, c'est des publications qui ne sont pas payantes. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez aller les télécharger sur Internet. Donc, vous allez sur le moteur de recherche Google, vous tapez le titre, et vous avez le PDF, vous avez accès au PDF. Qu'est-ce qu'on a fait? On a collecté des ouvrières dehors, devant des ruches. Ça, c'est des choses qui ont été faites à Bordeaux, ici. Et on leur a proposé des choix entre différentes odeurs dans ce type de situation. Donc c'est des expérimentations de choix. Donc vous voyez ce qu'on appelle un contrôle ici, donc c'est un témoin sans odeur, et ici différentes odeurs qui ont chacune un numéro. La 4, la 7, la 2, la 6, la 8, on verra après. Vous voyez, donc on présente un choix entre 2, 4, 5, 10 odeurs différentes. Dans une cage. Donc là c'est une cage en bois qui fait 60 cm de côté, qui est vitrée, enfin un plexiglas, pardon, avec du grillage. Il y a une caméra au-dessus pour filmer les comportements. Et on va proposer les choix alimentaires ici, dans un espèce de tiroir qu'on sort, vous voyez, sur et sur rentre. Et ensuite, on va observer le choix des individus qu'on a rentrés dans la cage. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Excusez-moi, les diapos sont en anglais, je n'ai pas eu le temps de les refaire en français. Donc vous avez toujours ce qu'on appelle le témoin en blanc. De manière générale, on essaie toujours d'avoir un témoin dans chaque situation de rente. Donc le témoin, c'est pas d'odeur. Et donc, qu'est-ce qu'on a testé? On a testé du pollen, du miel, des abeilles, des larves d'abeilles, du bibouste, de la cire, de la propolis, du poisson. Le poisson c'était de la truite saumonée, voilà. De la viande c'était du bœuf frais toujours. Et on a testé du papier, puisque les ouvrières, on peut imaginer que peut-être elles sont intéressées par le papier, au moins pour ramener son lit, pour consolider le nid. Voilà. Donc là, ce qu'on a compté, c'est le nombre de visites sur chaque source de nourriture qui leur a été fournie. Qu'est-ce qu'on voit? Quand vous voyez des étoiles, ça veut dire que c'est significatif par rapport au témoin. C'est-à-dire qu'on a une différence très nette entre la barre grise, la situation odorante qu'on présente ici, et la situation non odorisée qu'est le témoin. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est d'abord que là on a plus d'abstraction, c'est sur le pollen et sur le miel. Et ça a été notre grosse surprise. On s'est dit au départ, on se disait, alors les abeilles vont les attirer. Les abeilles attirent moins que le pollen et que le miel. Alors si on
On se remémore un petit peu ce qui se passe quand certains ont pratiqué ça, hein, d'essayer d'ouvrir une ruche en plein mois de septembre ou plein mois d'octobre, c'est la cure. Les frelons se ruent sur le miel et viennent se gaver de miel. Voilà. Donc ils cherchent à la fois du couvain, de la viande, et ils cherchent aussi du miel. Et là, ça a été la grosse surprise, c'était le pollen des attire. Et là, on regardait ça dans le film, hein, vous l'avez montré, et on en a vu, moi j'en ai vu des frelons qui vont visiter des fleurs pour essayer de se rouler dans le pollen. Et le pollen, il a une autre caractéristique, c'est que le frelon qui chasse devant la ruche, comme je disais, on a très forte impression qu'il hésite à aller tuer les abeilles sur la planche d'envol. Il préfère aller attraper les abeilles en vol. Et qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère les abeilles qui reviennent et qui sont chargées de pollen. Probablement parce qu'elles sont plus lourdes, parce qu'elles sont fatiguées, donc elles échappent un peu moins aux frelons qui leur plongent dessus, mais peut-être aussi parce qu'elles ont du mal le pollen et que c'est ça qui les attire. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Et on s'aperçoit ici que finalement, c'est plus attractif que des larves. C'est plus attractif que des mousses, qui étaient pas mal quand même. Que la cire, ça donne rien, mais ça, on savait déjà. Hein, donc les jus de cerier, tout ça, on oublie. Alors, on a testé de la propolis. Hein, c'était un truc que j'avais dans un coin de la tête. Essayer de la propolis, voilà, pour voir. Hein. Parce que pour le nid de frelon, c'est aussi important de ramener des désinfectants et des choses comme ça pour les ouvrières. Peut-être que la propolis, c'est quelque chose, ce type de molécule qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Qu'est-ce que la propolis? Pardon? On vous demande ce qu'est la propolis. Ah, la propolis. Alors, c'est une sécrétion végétale qui est ramenée par les abeilles pour désinfecter la ruche. C'est de faire court, voilà. Qu'on peut utiliser d'ailleurs pour soigner nos plaies, ça marche bien, hein, dans des solutions alcooliques, des choses comme ça. Un des grands problèmes des insectes sociaux, c'est qu'une colonie, il y fait chaud. Et d'ailleurs, je pense que je vais oublier de mettre 2-3 diapos qui auraient pu être intéressantes, on en parlera un petit peu sur la régulation thermique du nid de frelon. Il y fait chaud. Et c'est finalement, il y rentre de la nourriture, il y a des larves à l'intérieur, etc., etc. Et ce qui est catastrophique pour une colonie d'insectes, c'est si ça se met à moisir à l'intérieur et s'il se met à y avoir des infections. Donc une grosse partie du travail pour les abeilles et pour les frelons en particulier, c'est de consolider le nid. Il y a papier, pâte à papier, perché dans un arbre à 20 mètres de haut, la pluie, au vent, etc., etc. Et il faut que ça tienne toute la saison. Donc le nid, il faut l'imperméabiliser avec de la salive, avec des choses comme ça. Il faut leur boucher s'il y a un trou. N'importe quoi. Et les abeilles font exactement pareil. Donc, sauf que les abeilles, on les aide, on leur donne une petite maison autour. Souvent. Mais les abeilles, elles passent énormément de temps à désinfecter l'intérieur de la colonie. C'est pour ça qu'elles fabriquent de la propolis. Et il y a beaucoup d'ouvrières d'abeilles qui vont chercher ces sécrétions qu'on trouve dans les bourgeons de peupliers, etc., qui leur permettent de fabriquer ces propolis. Et moi, je fais partie des gens qui croient que le frelon fait pareil. Pas forcément que la propolis. Et je ne le crois plus maintenant parce que j'en suis sûr. Parce qu'on a fait des observations tout à fait intéressantes d'attraction de plantes par le frelon. D'attraction de frelons par les plantes. Donc avec des ouvrières de frelons l'été qui sont très intéressées par un certain nombre de plantes. Pas n'importe lesquelles. Alors, donc là c'était le nombre de choix. Et là maintenant on va compter, donc avec, vous vous souvenez, il y avait une caméra vidéo aussi, ça nous permet de compter le temps passé par chaque frelon sur chaque source de rente. Et qu'est-ce qu'on voit encore? C'est que là où il passe le plus de temps, c'est sur le pollen et sur le miel, et aussi sur les larves. Alors si on fait la synthèse de ce diagramme-là avec le précédent, ça nous permet de dire que ce qui est plus attractif, c'est le pollen et le miel. Alors ça veut dire que l'étape suivante, ça a été fait, comme vous avez vu en cage au labo, ça a été fait, donc maintenant il faudrait, l'été prochain, aller tester par exemple des appâts à base de pollen. Le problème, c'est que mettre des appâts sur des ouvrières à base de pollen autour des ruches, là, ça ne va pas être spécifique du tout et on va attirer les abeilles. Bon, il va peut-être falloir réfléchir à mettre des systèmes qui empêchent la rentrée des abeilles, etc., qui les repoussent autour de ça. Mais ça serait tout à fait intéressant à les tester. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un certain nombre de molécules. Alors, excusez-moi, c'est toujours en anglais. Bon, donc, je vais vous résumer. Tout ça pour dire que les molécules qui ont été le plus attractives, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci, et sinon toutes les autres, elles sont dans un magma qui ne bouge pas trop, et qui sont statistiquement pas différentes du témoin, qui est toujours en blanc. Donc vous avez un nombre d'individus comme ça qui répondent, qui donnent ce type de réponse et que le témoin est là. Les statistiques ne vous permettent pas de dire que c'est une distribution qui est différente. Je vais vous dire que des barres comme ça, c'est un nombre d'individus. C'est-à-dire ici, vous avez l'individu qui répond plus, sur par exemple une trentaine d'individus, ici celui qui répond moins, ici vous avez la médiane, donc le 50e individu d'une distribution s'il y en a 100, et ici vous avez ce qu'on appelle une boîte qui regroupe 50% de la population. Voilà. Donc plus la barre monte haut, et plus la médiane ici, qui est un petit peu comme la moyenne, plus elle est haute,
plus en récolte. Donc le géraniol marche bien. Ah, le géraniol, bah, c'est intéressant ça, parce que c'est un produit de la ruche, hein, phéromone d'alarme. Donc il sera attiré par ça aussi. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Le paraxylène. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette molécule barbare? Le paraxylène, on en trouve beaucoup dans le poisson, dans les huîtres, etc., mais pas uniquement là. Donc ça peut être un marqueur de justement ce type de nourriture, qui semble les attirer. Donc vous voyez, avec ce type de manip, on se met sur la piste un petit peu d'un certain nombre de molécules qui pourraient être utilisées en tant que produit pur, et on a le bêta-ocimène, donc un composé terpénique qui est produit par beaucoup de plantes, en particulier des plantes résineuses, et qui est attractif aussi. Alors ça nous permet de dire aussi qu'il y a un certain nombre de molécules dans la gamme que vous voyez là, qui sont éliminées du jeu. On a parlé tout à l'heure de phéromones de couvain. Alors phéromones de couvain, c'est ce type de molécules, méthylpalmitate, éthyloléate, tout ça on trouve dans le phéromone de couvain d'abeille. C'est caractéristique des larves d'abeille. Donc vous voyez, avec ce type de molécules, on n'attire rien. Donc c'est même pas la peine d'imaginer d'odoriser des pièges qui soient attractifs avec ce type de molécules. Donc pour l'instant on en est là, et c'est des choses qui continuent. Voilà. Alors, pour rester un petit peu optimiste, le frelon il a des antagonistes. Donc l'abeille, vous voyez, mais le problème c'est que l'abeille, hein, elle perd son dard quand elle pique, mais sinon en piquant elle peut tuer le frelon. Hein. Et le problème c'est qu'elle va le faire qu'une fois, parce qu'elle va mourir derrière, la plupart du temps. On a ce comportement des abeilles qui essayent de faire une boule autour du frelon. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Il a été montré que par élévation de la température intérieure de la bulle, ça tue le frelon, mais pas uniquement, et qu'il y a probablement de l'asphyxie aussi. Le problème, c'est que c'est une défense collective, c'est-à-dire pour faire une boule, il faut au moins une trentaine d'abeilles pour se mettre autour d'un frelon. Donc à 30 contre 1, si on comprend tout de suite que s'il y a beaucoup de frelons qui viennent, je ne l'ai pas dit dans une diapo, mais devant une ruche, dans nos coins, il y a facilement 40 frelons qui peuvent être en vol stationnaire devant une ruche. Donc vous voyez, s'il y a 40 frelons et qu'il faut 30 abeilles pour faire une balle autour de chaque frelon, je vous laisse faire la multiplication. Voilà. Bon, et puis j'ai mis l'apiculteur, parce que les apiculteurs, ils détruisent aussi beaucoup de frelons, et là, c'est dans les trucs passés. Alors, la mise en place d'antagonisme naturel. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs, on va dire? Alors, on a vu les coups de bec sur les nids. Tout le monde imagine que la prédation par les oiseaux va arriver un jour. Donc la bronze rapivore, les mésanges, peut-être les pies, etc. Mais bon, de là à ce que ça soit efficace, on n'en est quand même pas là. Donc là, je vous présente une culture de noséma, la nosémose, que tout le monde connaît sur les abeilles. La nosémose est un protozoaire, c'est ça, généraliste, qui attaque tout un tas d'insectes, dont les abeilles, et pas uniquement, ça attaque les papillons aussi. Il n'y a aucune raison qu'elles ne se mettent pas à attaquer le frelon un jour. Ça rentre dans le nid. Hein. Voilà. Donc le jour où les frelons ils vont ramener des abeilles qui sont parasitées par la nosémose, et ben, ça va rentrer dans le nid et ça va les parasiter. Les poules. Alors là, oui, mais bon, donc il y a des vidéos sur internet, des observations des turpurus, etc., mais c'est sympa. Les poules, oui, se nourrissent de frelons, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils soient au ras du sol quand même. Et bon, il y a des races de poules qui sont plus voraces que d'autres. Est-ce que ça va contrôler le problème? On ne sait pas. Et donc on a nos collègues de Tours qui ont identifié une mouche parasite, donc les téléquinaires sont bien connus comme parasites d'insectes, et une espèce qui s'appelle Conops vesicularis. Donc ils ont collecté 9 nids, et sur 9 nids, ils en ont trouvé 2 qui étaient parasités avec Conops vesicularis. Donc ils ont fait une publication qui est d'ailleurs intéressante, qui dit que ça peut être, c'est un ennemi naturel, et qui peut parasiter les colonies de frelons. C'est pas vraiment une surprise, parce que j'en viens au bouquin de Spratberry 1975, c'est écrit en gros comme ça dans ce bouquin, que Conops vesicularis, c'est un des parasites les plus méchants contre les frelons. Et ce Spratberry disait d'ailleurs en 1975 que ça pourrait être une méthode de lutte biologique. Seulement depuis Spratberry en 1975, il y a tout un tas de gens qui ont travaillé sur les bourdons et qui ont montré que ce parasite-là était une catastrophe pour les colonies de bourdons et était probablement une catastrophe sur les colonies d'abeilles aussi s'ils s'y mettaient. Donc il y a un système où il faut quand même imaginer. Donc, alors Eric, il est en toute bonne foi, je veux dire, il y a toute une com qui a été faite autour de lui, et c'est pas lui qui est l'orchestrateur de cette communication, parce qu'on a vu passer sur Internet que c'est le problème était réglé, etc. Et qu'on allait faire de la lutte biologique, j'ai même vu ça. Les CNRS dire qu'ils allaient déposer un brevet, c'est n'importe quoi parce qu'on ne peut pas profiter des espèces vivantes, et faire des élevages de Conops vesicularis et les lâcher. Alors nous, on est monté au créneau un petit peu parce qu'il n'en est pas question. D'abord, les lâcher de cette espèce, il faut les interdire, parce que là, si on fait ça, c'est très clair, on va massacrer toute la faune auxiliaire. Voilà. Donc on en est un petit peu là, et ben, on va dire un petit peu morne pleine.
Et moi je rajoute ça quand même, parce qu'on a le frelon européen qui est en train de revenir, et là nous on va faire une publication là-dessus, dans pas longtemps d'ailleurs, des observations qu'on a faites au labo, qui montrent clairement des antagonismes et des réactions agressives, des bagarres entre frelons européens et frelons asiatiques. Et pas forcément devant les ruches, parce qu'il n'y a pas beaucoup de frelons européens qui viennent devant les ruches, mais il y a des endroits où ils se regroupent. Et les endroits où ils se regroupent, c'est où? C'est justement sur des plantes qui sont redoutablement attractives. Et je vous invite l'été prochain à regarder ce qui se passe sur les saules, en particulier sur les saules marceaux. Alors, les saules, ils ont une caractéristique, c'est que les saules, ils font de la salicine. La salicine, c'est quoi? C'est le meilleur anti-inflammatoire naturel qu'on connaisse. Sur un malocrane, les insectes au malocrane d'ailleurs, mais ça permet de lutter aussi contre les infections, etc. etc. Et sur des saules marceaux, on trouve plein de frelons qui viennent les visiter. Et quand ils viennent dessus, ils battent. Et on trouve beaucoup de crabreaux, et visiblement en nombre constant. Je n'ai pas préparé de diapo là-dessus, peut-être que si j'en reviens l'an prochain, on aura des résultats là-dessus. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il semblerait qu'ils gardent de la ressource. Et donc, comme moi j'habite dans un coin Sadirac, où il y a quand même pas mal de vélutina aussi, les vélutina viennent aussi chercher les mêmes ressources, et les autres défendent la ressource, et là ils se battent. Voilà. Les crabreaux se battent entre eux, et les crabreaux se battent avec les vélutina. Une différence près, c'est que les crabreaux, quand ils se battent, ça dure longtemps. J'ai pas de film de mon diaporama de crabreaux en train de se battre, mais pendant 2 minutes ils peuvent se battre et ils se tuent pas, mais ils se battent. Ils peuvent se piquer. Alors quand il y en a un qui pique l'autre, l'autre il repart anti-tubant, hein. Il ne reprend pas le vol tout de suite, hein. Il va marcher, il va traverser toute la pièce anti-tubant comme ça, comme si c'était complètement broqué, puis après il repart. Et par contre Vélutina, quand un crabeau lui fonce dessus, alors lui il échappe tout de suite, il refuse le combat. Donc moi j'ai jamais observé de combat qui dure plus de 10 secondes entre un crabeau et un Vélutina. Là où crabeau, ça peut faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est-à-dire le Vélutina il fuit tout de suite. Je pense que parce qu'il sait qu'il va perdre dans cette affaire-là. Donc peut-être qu'un des régulateurs de biologique, c'est peut-être tout simplement un crabeau qui va commencer à réguler les populations de Vélutina, ce qui aurait une certaine légitimité. Alors l'espoir, c'est qu'on voit les populations de crabreaux qui remontent. Alors par contre, le côté négatif, c'est qu'on commence à voir Vélutina qui se met à attaquer les fruits. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, c'est moins grave que les abeilles, mais il commence à faire des dégâts sur raisin, en particulier sur raisin sucré, obtenu. Ça veut dire qu'en Sauternet, et en Licoreux, Vendostark, il y en a qui se lèvent. Comment ça se passe? Et par contre, le côté positif, parce que rien n'est jamais tout négatif ou tout positif, c'est qu'on a observé de la prédation, vous la connaissez, celle-là, la pirate du Buis, qui est en train de devenir une catastrophe en Aquitaine. Et bien on a observé des frelons, les Vélutina, qui se mettent à attaquer les larves de pirate du Buis. Ah bon? Bah oui, mais Crabreau, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les colis de pucerons, etc., etc. Enfin, c'est un prédateur naturel, hein, un régulateur d'agriculture. Et là, peut-être que, finalement, peut-être que lui, il va devenir un auxiliaire. Alors, je vais peut-être me faire tuer, là, parce que peut-être que vous n'aimez pas entendre... on n'aime pas entendre ce discours, c'est vrai, il est visible, mais bon, il peut peut-être devenir un petit peu auxiliaire. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait à l'INRA aussi? Alors, on a fait une application Agir, ça vous devez la connaître. Donc, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est gratuite. Voilà. Donc Agir, ce sont des applications qui permettent de cartographier un petit peu les nuisances d'un certain nombre de problèmes en agriculture. Donc on a fait une application frelon, il y en a une aussi sur les processionnaires du pain, on est en train de développer une sur les... quand je dis on, c'est des personnes de mon labo, hein, qui font ça, et en partie l'INRA, et on est en train de développer une sur la pirate du Buis aussi. Donc l'objectif c'est de donner de la documentation sur de l'informatique embarquée, comme ça, via soit des tablettes, soit des smartphones, de pouvoir prendre en photo ce qui alimente en base de données. Donc tout de suite, par exemple, quand on prend ce nid en photo, ça va alimenter une base de données et dire, voilà, tel jour à telle heure, j'ai observé avec telle coordonnée GPS un nid, et ensuite ça permet de travailler. Alors vous allez peut-être me dire, ah bah oui, mais il y a déjà la base de l'INPN. Oui, mais d'abord c'est pas complet, puis ensuite, plus on en aura, mieux ça vaut. Voilà. Et puis ça a un autre avantage, c'est que ça fait prendre conscience aux gens. Ça fournit tout un tas d'indications sur la biologie. Ça met en contact aussi, ça permet de rentrer en contact ici, un petit mail qui s'envoie automatiquement et qui nous contacte par exemple, ou qui contacte mon collègue Denis Blanquart, et ça permet d'échanger des informations, etc. etc. Donc c'est pas ça qui va régler le problème. Mais quand même, ça participe un peu à monter la connaissance. Je fais remarquer que depuis 2004 sur cet insecte, quand il est entré, on ne connaissait strictement rien sur sa biologie. Et que c'est pas facile quand on a un envahisseur comme ça qui est différent, on ne connaît rien sur sa biologie, élaborer des méthodes de lutte en l'espace de 2-3 ans, c'est pas simple. Donc ça demande... voilà. Je vous épargne parce que les temps, financièrement, les temps sont durs,
vous épargne la somme d'argent qui a été mise sur les labos qui ont bossé en recherche sur le frelon. En une dizaine d'années, il a dû être mis 400 000 euros. Alors 400 000 euros, on ne fait pas grand-chose quand même. Hein. Voilà. On ferme la parenthèse. Je voulais faire un clin d'œil, parce que nous, donc on continue là-dessus et on change un petit peu notre fusil d'épaule au niveau de la recherche sur le frelon. Donc je vais vous présenter un petit peu le projet de thèse de ma collègue, hein, j'encadre Juliette Podat, qui commence en thèse. Alors là, c'est pas pour faire de la pub, mais quand même, là, je voudrais saluer un petit peu, cette thèse est financée par Bayer. Voilà. Et avec des relations qui sont très bonnes. Donc il y a deux thèses qui sont en train de démarrer sur le frelon, une financée par Veto Pharma à Tours, et une financée par Bayer. Donc je ne sais pas trop ce que Veto Pharma va faire dans sa thèse, mais nous, avec Bayer, c'est simple. Clairement, dès le départ, ils nous ont dit il n'est pas question de travailler sur de la molécule insecticide ou acaricide ou quoi que ce soit, c'est pas leur thèse de thèse. Voilà. On peut en débattre après éventuellement. Donc ils veulent vraiment financer une thèse pour connaître un peu le comportement ONI. Donc on va travailler sur le comportement reproducteur. Et on va travailler aussi, normalement, sur le, je disais tout à l'heure, le tracking, hein, essayer de pister avec des émetteurs et des radars. Voilà. Alors beaucoup de collègues nous ont dit, oh là, mais tu bosses, vous allez bosser avec Bayer, qui sont les tueurs d'abeilles, bon, c'est pas les seuls, hélas. Hélas. Alors, l'objectif de la thèse, c'est d'abord d'augmenter nos connaissances. Donc la Juliette dont on a parlé, ben, vous verrez, parce qu'un certain nombre de personnes auront fait à elle, et d'ailleurs on va faire un appel à aide, en particulier pour collecter des fondatrices et des lits. Et voilà, c'est ce que je disais à M. de Bourdieu, c'est que votre réseau ici, eh ben, vous êtes bienvenus pour nous aider, parce qu'il va nous falloir beaucoup de fondatrices, et il va nous falloir beaucoup de lits, en particulier au printemps, le plus possible. Donc on a commencé à regarder un peu la fonction reproductrice. Donc essayer de comparer les différents mâles, de compter les nombres de spermatozoïdes qu'ils ont, leur capacité à coupler les fondatrices, etc. etc. J'ai dit tout à l'heure qu'un des objectifs que moi je défends, c'est d'essayer de travailler sur le comportement d'accouplement chez cette bestiole-là. Je pense que j'ai toujours dit, c'est en régulant le comportement d'accouplement à la sortie du nid à l'automne qu'on va régler le problème, si on y arrive. Il y a peut-être d'autres pistes possibles, en tout cas nous c'est une piste qu'on a choisie. On va travailler aussi sur la répartition de la nourriture dans le nid. Donc essayer de comprendre une ouvrière quand elle ramène sa nourriture au nid, comment elle la distribue. Combien d'arbres, etc. etc. Est-ce qu'elle distribue pareil à tous les étages? Est-ce qu'il y a des larves qui sont privilégiées? Est-ce qu'il y a des larves qui reçoivent des nourritures qui sont différentes des autres? Et quelle incidence ça a? Est-ce que c'est en distribuant la nourriture et la qualité des nourritures qu'on arrive à fabriquer des fondatrices ou des ouvrières, etc., etc. Tout un tas de choses de base qui ont été faites sur les abeilles, hein, qui n'ont jamais été faites sur le frelon. On a dit essayer de faire ce qu'on appelle du tracking, c'est-à-dire de mettre des émetteurs ou des choses comme ça. Alors ça on va voir, hein, c'est ce qui était prévu dans la thèse, pour connaître la réaction du frelon et essayer de déterminer la position des nids. Donc on a commencé un petit peu à réfléchir à ça, à prendre des contacts et tout, on s'aperçoit que ça a coûté très cher, ça va être très difficile. C'est pas pour ça qu'on ne va pas essayer quand même, c'est pas sûr que ça donne énormément de résultats. Et on va essayer de développer une méthode de marquage au laboratoire. Alors là on est en train d'essayer, je n'en dis pas trop plus pour l'instant, mais on va essayer de marquer des abeilles ou de marquer de la nourriture alternative, donc des filets de poisson et de la viande, pour essayer de voir, donc, alors les types de marquage, il y a différents types de marquage, on ne va pas faire de radioactif, hein, parce que c'est un peu exagéré, mais par exemple du marquage à l'ADN. Donc ça se fait énormément, hein, actuellement c'est très à la mode ce genre de truc, pour essayer de voir où on va retrouver ça à l'intérieur du nid. Et donc a posteriori, quand on décrochera des nids, si on aura des nids, on essaiera de voir si on retrouve le marquage et dans quel nid on a trouvé le marquage. C'est-à-dire ça nous permettra de dire telle ruche à tel endroit, à la série de nourriture, à tel nid à tel endroit. Pour l'instant, c'est pas ça. Et développer des solutions de cheval de Troie. Alors les solutions de cheval de Troie, c'est faire rentrer quelque chose dans le nid. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus actuellement. Donc, on va essayer de faire un petit peu deux, trois choses, mais je crois qu'on va abandonner un petit peu. C'est d'essayer de faire rentrer les molécules insecticides dans le nid, par exemple. Voilà. Pourquoi on va peut-être pas faire ça? Parce que là, on est quand même en train de commencer à réfléchir un peu. Je ne veux pas dire que les autres ne réfléchissent pas, mais enfin, un nid c'est gros, à l'automne, et pour essayer de tuer un nid avec des molécules insecticides, il va falloir vraiment des grosses quantités. C'est une bête qui résiste à beaucoup de choses. Et imaginez que des ouvrières ont ramené quelques microgrammes, et encore c'est beaucoup des microgrammes de molécules insecticides, quelques nanogrammes de molécules insecticides, chacune au bout de ses pattes, et qu'avant arriver à imprégner un nid de ces molécules, la ferme va pas gagner quand même. Hein. Voilà. Donc, par contre, le traitement insecticide, si on veut en faire sur des nids, il va peut-être falloir imaginer injecter des choses, des produits insecticides, des choses comme
ça, que déjà ça se fait, mais bon, avec des techniques drone, des choses comme ça, mais nous pour l'instant on ne fait pas trop là-dedans. Alors, voilà, je vais distribuer des feuilles concernant la thèse de Juliette, parce que là on va faire un appel aussi à ceux qui veulent collaborer. Donc Juliette n'a pas pu venir ce soir, hein, parce qu'elle avait des impératifs. Donc vous pouvez la contacter ici, je vais distribuer les feuilles. Et alors qu'est-ce qu'on demande en termes d'aide? Excusez-moi, les flèches sont pas... On veut faire une campagne d'échantillonnage qu'on veut faire cette année au printemps et qu'on veut recommencer. Donc on a besoin de beaucoup de fondatrices. Donc on a besoin de récupérer au moins une trentaine d'individus en bon état, donc des fondatrices qu'on sort des pièges, donc il ne faut pas qu'elles restent trop longtemps à crapouiller dans les pièges, et on a besoin de récupérer des nids aussi. On veut faire deux choses. On veut disséquer les fondatrices et clairement trancher, voir leur maturité sexuelle, etc., de quelle manière elles ont été fécondées, ça c'est le premier côté. Et Juliette a une idée que moi je trouve bonne, voilà. Elle est persuadée que les frelons sont capables de se reconnaître entre eux par leur apparence visuelle. Alors ça peut être soit le masque facial, mais elle est vraiment persuadée qu'au niveau des colorations de l'abdomen, les frelons sont capables de savoir si le petit copain qui croise, il vient de leur nid ou il vient du nid d'à côté. Donc eh ben, moi je lui ai dit, ton idée, moi je la trouve bonne, donc bon, on va le faire, mais pour ça il va falloir échantillonner beaucoup mieux. Prendre les frelons en photo, et faire un travail d'analyse d'image dessus, et puis voir si systématiquement il y a plus de similitudes entre deux frelons d'un même nid que de différence entre deux frelons de nids différents. Donc pour ça, elle a besoin qu'on récupère un maximum de nids le plus tôt possible. Alors tous ceux qui veulent contribuer, là vous êtes les bienvenus. Donc il y a un petit protocole qu'on ne va pas laisser ça à l'écran, hein, je l'ai imprimé pour ceux qui sont intéressés sur des feuilles de papier. Donc voilà, ça suppose de ramasser des nids, ça suppose éventuellement de prendre des photos, si on ne prend pas les photos, de ramener des échantillons, hein, et nous on fera de même. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qui est assez sympa et dont il peut sortir un certain nombre de résultats qui peuvent être intéressants. Et évidemment, il faut que tout ça, on note à chaque fois la localisation, les coordonnées et la date de capture, le lieu de ramassage. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé. Je remercie toutes les personnes de la mairie de Froid qui nous aident à accomplir cette mission sur le front asiatique. Là. Le secrétariat du service technique de la mairie de Floras qui nous envoie automatiquement, quand les gens les appellent, les renseignements pour contacter ces personnes-là pour détruire les lignes. Voilà. Et voilà. Donc je peux vous dire, l'évolution rapide et massive du frelon devient inquiétante. La prolifération incontrôlée du frelon asiatique a donc des répercussions d'une part sur la vie des ruchers, d'autre part surtout sur la pollinisation et donc la fructuration de la reproduction de nombre de plantes. Bon, je souhaite simplement que le ministère de l'Agriculture repasse le frelon asiatique de deuxième catégorie en première catégorie, afin que les prises en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques soient faites par les départements. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser la parole que vous allez poser et vous poser vos questions que vous allez faire. Voilà. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. Vous m'entendez, je suppose? Oui. Merci. La première question qui vient à l'esprit, c'est: avez-vous des contacts avec les collègues asiatiques qui seraient susceptibles de vous renseigner sur l'éthologie de ce frelon? Non. Personne là-bas ne travaille dessus. Ça n'a jamais été observé? Pratiquement pas. Dans la zone d'origine, il y a 24 espèces de frelons génétiques différents. Oui. Le majeur, c'est le mandarina, qui leur pose des gros problèmes parce qu'il est avec l'humain. Donc les quelques qui s'intéressent aux frelons, ils s'intéressent au mandarina. Il n'y avait pratiquement aucune publication sur Vespa velutina avant qu'il arrive en France. Ceux qui s'y intéressaient presque plus, c'est les Japonais, qui étaient très friands. Alors il y avait un collègue japonais d'ailleurs qui est mort sur le pont du hasard parce qu'il allait chercher les nids de frelons pour les manger. Parce que soi-disant que c'est aphrodisiaque, etc. Et bon, mais là-bas, c'est pas un problème de prédation. Hein. D'abord, nous, on a Apis mellifera, ils ont beaucoup d'Apis serrana, même si on a introduit là-bas Apis mellifera, qui s'est adapté, mais serrana est beaucoup plus agressive et beaucoup moins attaquée que les abeilles domestiques ici. Hein. Elles se défendent beaucoup plus. Elles ont en plus un autre type de comportement de défense qui ce qu'on appelle, les Anglais appellent le shimmering, c'est-à-dire à se mettre à frétiller l'abdomen ensemble, comme ça.
Et ça, c'est spectaculaire, quand tu as foncé, tu as les frelons qui reculent tout de suite, ils ont peur. Donc ils y vont en reculant, et ils y vont en reculant les frelons, hein. Ils savent que la proie abeille est dangereuse, hein. Au combat singulier, l'abeille, elle peut tuer le frelon, hein, quand même. Le venin d'abeille est plus toxique que le venin de frelon, hein. Mais il est en quantité plus faible. Et l'abeille ne pique qu'une fois. La toxicité pure, la même quantité de venin, non, il faut moins de quantité de venin d'abeille pour tuer une souris que de quantité de frelon, de venin de frelon. C'est ce que je veux dire. Et donc le frelon est plus dangereux que l'abeille ou la guêpe pour l'humain? On va commencer par la guêpe. Bon, d'abord c'est du venin hyménoptère. Hein. Donc la dangerosité majeure, c'est quand même le choc allergique. Hein. Voilà, je connais. Bon. Donc quelqu'un qui est allergique, une piqûre de guêpe, il peut y passer. Hein. Il a été plusieurs fois. Voilà. Le problème du frelon et des Véspidés en général, mais l'abeille fait ça aussi, c'est si vous êtes avec une ruche, la ruche va se défendre. Hein. Oui, bien sûr. Bon, c'est pour ça qu'on y va doucement. Et le frelon est très défensif sur son nid. C'est un gros nid. La guêpe est très défensive sur son nid, mais un nid de guêpe, c'est pas très gros, à part certaines guêpes. Et à part certains cas particuliers. Mais le frelon, c'est vraiment violent. Et en plus, tous ceux qui détruisent les nids de frelons, moi ça m'est arrivé aussi, on a tous été confrontés à une contre-attaque du frelon. Hein, quand on se trouve du premier coup, surtout sur ceux qui sont auteurs d'hommes et des choses comme ça, il faut courir vite. Hein. Et, bon. Oui, c'est la densité de l'individu qui est... Alors, lui, il ne produit plus de venin. Il l'injecte plus profond. Donc, il peut même piquer dans le vaisseau sanguin et sous le derme, et donc c'est très douloureux, etc. etc. Contrairement à l'abeille qui pique quand même moins profond. Et quand il attaque et quand il se défend au nid, c'est arrivé à certaines personnes de se faire piquer par 30, 40 frelons. Donc là, c'est du violent. Le mec qui a été piqué, moi, ça m'est arrivé de me faire piquer par 3 frelons, ça assomme. Hein. Moi, je ne suis pas allergique. Ça assomme. C'est-à-dire, pendant 1 heure ou 2, on attend que ça se passe, et puis on... Bon. Hein? Ouais. On met des glaçons. Ouais. Bon, moi, j'ai jamais été piqué par un frelon européen, donc je ne peux pas comparer. Et lui, il peut piquer plusieurs fois? Ah oui. Ouais, lui, c'est... Les frelons, les guêpes, elles perdent pas leur dard quand elles piquent. Ouais, contrairement à l'abeille qui a des espèces de crochets, le dard il reste accroché dans la peau, et comme on a vu sur la photo, ça lui extirpe toutes ses glandes à venin, et ensuite l'abdomen va se vider, va mourir. Ah ouais? Même par aspersion. Il gicle son venin. Ouais, mais bon, quand il gicle, il ne faut pas l'injecter sous la peau, quoi. Mais au niveau des muqueuses, des choses comme ça peut être... Dans les yeux. Dans les yeux. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est simplement pour... Moi, j'ai jamais vu un frelon venir à table essayer de vous rentrer dans la bouche, dans une narine, contrairement à la guêpe. Le frelon, ça ne sait pas de faire ça. C'est agressé par des guêpes. C'est vrai que si on mettait la tête dans un nid de frelon... Ah mais... Je sais pas, nous, les cages, je vous ai montré, là, vous voyez, les cages de 60 cm de côté et tout, donc on met des nids en captivité là-dedans aussi, hein, donc on arrive à tenir des nids en captivité une quarantaine de jours. Pour voir ce qui se passe un petit peu. C'est là qu'on a vu, par exemple, que les ouvrières étaient très agressives et éjectaient les mâles du nid au printemps. En gros, quand les mâles ne servent plus rien, ils se font éjecter. Et ce qui nous a permis de voir aussi que si on rentre des ouvrières d'une colonie B dans une cage où il y a une colonie A, il avait été dit aussi par certaines personnes que se ferait massacrer. Et ben non. Et collabore très vite. Donc il se passe une petite phase de 12 heures, 24 heures où ça s'observe un petit peu, c'est pas très sympa. Elle se parle chimiquement. Et puis après tout le monde collabore. Et après on ne sait plus distinguer celles qui sont la colonie B ou celles qui sont la colonie A. Sauf si on les a marquées. On a fait pareil avec des rennes. Donc on a mis, alors le nombre d'expérimentations qu'on a fait, on a mis des rennes en contact, on en fait encore. Parce qu'il avait été dit aussi que les rennes s'entretuaient, et là, c'est pas vrai du tout, on n'a jamais vu une reine s'entretuer. Jamais. Dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes, dans des... peut-être que dans un autre monde, ça s'entretuerait, je ne sais pas, mais... Donc il ne faut pas compter là-dessus pour réguler les populations. Vous êtes, au niveau des quantités de rennes dans un nid, la proportion est toujours de 10%, ce que vous aviez annoncé l'année dernière, est-ce que c'est maintenu ou... De 10% tu... De 10%.
Écoute, les seules données qu'on a pour l'instant, c'est les quelques nids qui ont été disséqués par le muséum. Il y en a eu assez peu qui ont été faits, donc est-ce que c'est vraiment 10%? Il est dit aussi que c'est entre quelques centaines, maximum 200 fondatrices par nid. Je pense que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup plus quand même. Ce qui est déjà énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Par contre, quand je dis qu'il n'y a pas de la compétition d'agressivité entre les fondatrices une fois qu'elles sont sorties, hein, c'était l'hiver, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis qu'il n'y a pas de compétition dans un même nid entre les sœurs. Ouais, c'est il y a 200 fondatrices dans un nid, il doit se passer des choses quand même. Je pense qu'il faut qu'elles partent assez vite. À l'entour des ruches, quand il y a plusieurs frelons qui tournent, ils se chamaillent assez souvent. Ah mais là c'est des ouvrières. Des ouvrières. Qui viennent se disputer des proies. Concernant le piégeage, vous montrez surtout des bouteilles coupées avec un goulot. Ouais. Est-ce que vous déconseillez les pièges à cloche avec entrée par-dessous? Bon, moi j'en utilise et on ne trouve pas autre chose que des bouches et des frelons. Mais vous pouvez mettre dans les pièges à cloche, justement, sur le trou, vous prenez un fond de bouteille, vous faites les trous à 8,5, vous aurez que l'asiatique qui rentrera dedans. Voilà. C'est ce qu'on a dit déjà chez Germilan, on a été déjà chez Germilan, et on leur a montré que leurs pièges pouvaient devenir sélectifs, actuellement, en mettant les trous à 8,5 avec un fond de bouteille que vous reposez dessus. On l'a utilisé, nous, j'ai montré d'ailleurs une diapo, c'est en haut à droite, ça faisait un espèce d'anneau, quand je disais sélectif, c'est un piège à cloche. On l'a utilisé à une époque parce que c'était les pièges à guêpes et qu'on en avait dans les labos. On l'utilise plus trop maintenant parce que d'abord, il y a plein de pièges différents qui marchent. Et nous, on est assez contents avec le piège NAS. Nous, on l'utilise en verre avec un entonnoir en inox, hein, parce que ça nous permet de les laver, de les désinfecter, de les passer l'autoclave et tout, mais c'est le même principe qu'une bouteille dont on coupe le goulot et qu'on inverse. Hein, c'est un gros pot et puis un entonnoir au-dessus. Hein. Et ça marche bien, ça. Pour faciliter le nettoyage, la rapidité des pièges, les bouteilles, on les met à l'envers avec le goulot Ouais. vers le bas. Ouais. Comme ça, pour faire sortir les frelons qui se trouvent à l'intérieur avec le produit au bout d'une semaine, pour changer, vous dévissez le bouchon, tout tombe par terre, vous remettez le bouchon, vous ne le lavez pas et vous remettez le produit, bière et sirop. Et Oui, l'association, actuellement, elle a préparé, moi ça fait depuis 2008 que j'étudie les pièges, et actuellement le piège que j'ai en exposition, là, on attrape pratiquement que du frelon asiatique et quelques mouches. Voilà, donc vous pouvez prendre des plans, si vous voulez les faire, c'est assez facile à faire. Voilà. Et pas cher surtout. Si on revient sur la sélectivité du piège, là je vais parler des fondatrices. Je crois qu'on ferait mieux de réfléchir aux dates de positionnement des pièges et au lieu où on met les pièges. Voilà. Et je pense qu'on aura beaucoup moins de nuisances sur la faune auxiliaire si on évite de les mettre, je veux dire, c'est déjà dit, pratiqué par tout le monde depuis longtemps, si on évite de les mettre dans des zones arborifiées en fleurs, dans des zones florales, des choses comme ça. Si on rentre les pièges ou qu'on les ferme au moment de la pollinisation, etc., donc si on les met plutôt tôt. Moi, je suis plutôt partisan de les mettre le plus tôt possible, les mettre en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs qui sortent, encore que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'étais à la traîne avant-hier et j'ai vu plein d'abeilles sauvages. L'effectif est Qui se faible. etc. Alors moi, je voulais revenir à... Parce que c'est vrai que j'ai souvent dit dans pas mal d'endroits que j'étais pas trop favorable au piégeage de fondatrices de printemps. Je ne suis pas trop favorable au printemps. Et je suis très étonné. On a fait des essais l'an dernier où on a capturé énormément de fondatrices à la descente des nids. C'est-à-dire en mettant des pièges à base d'appât sucré. Donc toujours la même chose, c'est juste pomme à fermentation, ça marche bien. Pas trop fermentation, mais on met de la purée de pommes, mais bon, ça serait du sirop de cassis, ça marcherait aussi, il n'y a pas de problème. Et en mettant ça, donc on a essayé à Parc Sauvaille, tu vois où c'est, au Tilindra, on a toujours plein de colonies, et on a essayé de mettre autour de ça des pièges à fondatrices au moment de la descente des nids, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre. Et là, on va capturer le maximum de fondatrices. Et moi, je suis plutôt partisan de faire du piégeage l'automne. Voilà. Et le piégeage d'automne et de début de fin d'automne, il y aura beaucoup moins de nuisances sur la faune auxiliaire. En plus. Voilà, mais ça n'a pas été trop expérimenté, c'est pas trop populaire ce genre de choses. Cette période en automne, c'est là qu'il y a le plus de fondatrices.
Et où il y a le moins de prédatrices, c'est bien sûr au printemps. Et l'autre problème, c'est qu'au printemps, tu ne sais pas où mettre les pièges, parce que tu ne sais pas où elles sont les prédatrices. À l'entour des ruchers. Près des ruchers. Moi, pour ma part, à l'entour des ruchers. Tandis qu'à l'automne, tu sais où les positionner, parce que les fondatrices, elles sont à part des nids. Et à ce moment-là, on peut les mettre autour des nids. Donc quand on observe un nid, je pense que ça serait sympa de tester, de mettre des pièges systématiquement autour quand on trouve un nid. Alors, on les détruit évidemment, mais si on ne les détruit pas, ne serait-ce que pour tester, les poissons capturent beaucoup. Et puis avec des cercles concentriques, des choses comme ça, à 20 mètres au pied du nid, à 50 mètres au pied du nid. Elles ne vont pas descendre à pic, sur un nid qui est à 20 mètres de haut. Oui, il faut qu'on a découvert le million de détruits. Dans à l'entour des maisons, les propriétaires mettent des pièges très proches du nid. Et c'est pas pour autant qu'ils attrapent des coups. Je voudrais attirer votre attention quand même sur une chose, comme monsieur le dit. Les frelons commencent à attaquer les abeilles qu'à partir de juillet. Donc, ce n'est pas la peine de les mettre à côté des ruchers. Parce que les frelons, vous n'allez pas en attraper beaucoup. Mais vous n'allez pas en attraper beaucoup, bien. Parce qu'ils ne vont pas attaquer les ruchers avant juillet. Donc vous allez peut-être, mais pas aussi autant que si vous les mettez près de, par exemple, une Piracanta, comme ça. Pardon, moi je peux vous assurer que j'ai 4 ruches. Tous les ans, à l'entour de mes 4 ruches, j'attrape bien une centaine, allez, 80 fondatrices. C'est quand même important, 80 fondatrices sur le secteur où je suis. Et je pars du principe, alors maintenant mais mon expérience, je pars du principe que 3 prédatrices attrapées, on peut dire que c'est un nid en moins. Comme ça, on est d'accord, je crois que... Donc 80 prédatrices attrapées, ça fait pas mal de nids dans le secteur. Et par rapport au piégeage, je crois que là, il va falloir que tout le monde se mette d'accord. Et nous, avec Alain, on avait contacté toutes les autres mairies, de manière à ce que les autres, essayer de sensibiliser les autres communes. Parce qu'honnêtement, quand on voit autour de nous le nombre de nids qui restent dans les arbres sur les autres communes, ça nous fait quand même un peu dans le ventre de nous, on se bat comme on se bat. L'année dernière, on a quand même détruit 72 nids sur Florac, on n'est que 2 pour le faire. Alors, j'aimerais bien que les autres maires, même je vais même aller plus loin, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, on prenne les responsabilités, qu'ils prennent toutes les responsabilités pour obliger les communes ou les communautés de communes à s'organiser pour combattre les frelons. Parce qu'honnêtement, nous, on ne sait pas quand on voulait avant, comme vous avez dit. Alors maintenant, il faut savoir que je fais partie du GDSA. Le GDSA actuellement a une quarantaine de cachistes et on détruit en règle générale, et c'est dénombré, c'est marqué, près de 1500 nids sur l'Aquitaine.